On se retrouve pour Le Bonheur c'est les autres avec une nouvelle invitée que j'apprécie beaucoup, elle le sait, qui est Michel Fitoussi. Bonjour Michel. Bonjour Gérard. Michel, pour les gens, il peut y en avoir qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes une grande journaliste et romancière. Vous avez été autrefois éditorialiste au magazine Elle et vous êtes né à Tunis, donc en Tunisie au mi-temps des années 50. Et vous avez aussi, si mes informations sont bonnes, été cofondatrice d'un festival de théâtre à Paris et également scénariste au cinéma. Donc vous avez une activité dans plein de domaines. Vous avez 2 enfants qui s'appellent Hugo et Léa. Léa est connue puisque en fait elle a été la réalisatrice d'un film récemment sorti qui s'appelait Bernadette avec Catherine Deneuve en vedette. Tout le monde a vu cette affiche où Catherine Deneuve se met dans les habits de notre ancienne première, comment dit-on, première dame, ça n'existe pas en France, mais Première dame, si. Si, femme du président en tout cas, Jacques Chirac. Et voilà. Et donc, vous avez eu aussi, dernier fait, dernier point à citer, vous avez eu, il y a 11 ans, je ne sais pas si depuis ça a progressé, mais vous avez été chevalier de la Légion d'honneur, ce qui est quelque chose de très beau. Et voilà, donc est-ce que je vous ai bien présenté? Est-ce que j'ai dit des choses qui étaient erronées? Non, pas du tout. J'étais effectivement éditorialiste à Elle et aussi grand reporter et j'en suis partie en 2013, donc fin 2012. Donc voilà, ça fait un moment. Et voilà, et depuis j'ai diverses activités, scénariste au cinéma non, en revanche pour la télévision oui. Et puis voilà, j'ai été commissaire d'une expo hommage et là je continue à écrire. Mais j'imagine qu'on va en parler. Et puis j'ai des activités maintenant associatives. J'en ai toujours eu dans ma vie pour diverses causes. Mais là, c'était un peu plus poussé puisque je suis entrée au CRIF et j'ai refondé, puisqu'elle existait déjà, mais sous un autre nom, la commission égalité hommes-femmes du CRIF sous le nom de Womensch avec Myriam Levin, et nous sommes une vingtaine de jeunes femmes, plus ou moins jeunes, enfin d'ailleurs des jeunes et des moins jeunes, plusieurs générations, très brillantes et très engagées, très dans l'esprit CRIF, très laïque, très républicaine et très juive aussi. Voilà. Mot valise, on peut dire Womensch, un mot valise composé de woman, oui, c'est ça. Femme en anglais, et mensch, qui généralement est attribué aux hommes. Et oui. Là, c'est bien que vous l'attribuiez aux femmes, donc c'est des femmes vaillantes d'exception, voilà. Femmes courageuses. Et il y a des noms formidables dans l'assaut. Et puis voilà, et récemment, je suis... donc depuis un moment, mais maintenant elle commence à être assez active dans l'association Mémora, avec un H à la fin, Bibliothèque du patrimoine culturel juif tunisien. Voilà, comme son nom l'indique, ça a pour but de recenser, de préserver, de sauvegarder, de numériser les archives juives tunisiennes restées en Tunisie, mais pas que, puisque à terme, il y aura une plateforme numérique et on pourra numériser tous les envois, documents, photos, ketubot, etc., que les gens qui ont quitté la Tunisie, que les juifs qui ont quitté la Tunisie pourront nous envoyer. Et ça sera une plateforme accessible à tous. Donc voilà, ça fait partie aussi de ce que je fais, en plus du reste, puisque je continue à écrire. Oui, alors vous continuez à écrire, Dieu merci, parce que ce que vous écrivez est toujours très brillant. Et effectivement, les 2 dernières fois qu'on s'est vus, c'était une fois pour cette association Mémora, qui ne s'appelait pas encore Mémora à ce moment-là, avec un spectacle de Michel Boujna, pas au Casino de Paris, au Folies Bergères, voilà, au Folies Bergères. Et la fois précédente où on s'était vu, c'était au moment de la sortie de votre livre qui s'appelle toujours La famille de Pantin. Oui, qui vient de sortir en poche d'ailleurs. Qui vient de sortir en poche, mais qui est le dernier livre pour l'instant qui est paru. Voilà. Il y en a peut-être un en cours, vous allez peut-être nous en parler, je sais pas, si vous avez le droit de le faire. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc effectivement, les 2 fois, pourquoi c'est intéressant de noter ça, c'est que les 2 fois, c'est en lien avec non seulement avec votre judaïsme, mais aussi avec vos origines tunisiennes. Vous êtes partie à quel âge de Tunisie? Je suis partie à 5 ans. Et je vais être un tout petit peu plus précise que vous sur le terme judaïsme. Moi, je dirais judéité. Judéité. Parce que, d'abord, je ne suis pas une pratiquante, mais je suis totalement juive jusqu'au très fond de mon cœur. Et j'aime beaucoup ce terme inventé par Albert Memmi, qui est un écrivain que j'aime énormément, à qui je trouve qu'on ne rend pas assez hommage, car c'était, aujourd'hui les jeunes préfèrent Frantz Fanon et moi je préfère la révolution soft qu'il préconisait et pas la violence de Fanon, brillant aussi. Voilà, donc judéité me convient absolument parfaitement, mais judéité jusqu'au bout des ongles. Alors puisqu'on parle d'Albert Memmi, effectivement Albert Memmi est connu par pas mal d'ouvrages dont La Statue de Sel, mais aussi
un livre qui s'appelle Portrait d'un juif, Oui, qui est absolument brillant et qu'effectivement on devrait lire. Il exprime une certaine forme de, non pas de dégoût, mais il y a aussi une forme de... il évoque la malédiction. Il Oui. sort une forme de malédiction C'est ça. d'être juif. c'est ça. Et là, sans trahir un secret, et aussi parce que cet épisode ne passera pas tout de suite dans mon podcast, à l'heure où on s'enregistre là, où je vous enregistre, on est à 6 jours après l'offensive israélienne contre l'Iran. Contre l'Iran, je précise l'Iran des Mollahs et pas les Iraniens. Donc ça va peut-être avoir une incidence sur notre échange. Mais revenons donc à la famille de Pantin et à cet attachement à la Tunisie et à la Tunisie qu'on quittait, on va dire à partir de la fin des années 50, plutôt 56-57, jusqu'au milieu des années 60, les Juifs tunisiens. On voit dans la famille de Pantin, il y a à la fois un attachement, il y a une forme de nostalgie, mais qui n'est pas excessive. C'est pas une nostalgie. Vous ne faites pas devenir d'un coup rose la situation telle qu'elle était là-bas. Vous décrivez bien un certain nombre de choses qui n'allaient pas, mais c'est quelque chose qui est en vous, quoi. Ça pourra jamais s'émousser, en fait. En fait, d'abord, Albert Memmi, toujours lui, et c'est une phrase que j'ai mis en exergue de ce livre, c'est on n'en a jamais terminé avec son pays natal. Ce qui est juste, j'y suis née, j'en suis partie à Tunis, je suis partie, j'avais 5 ans. Toute ma famille est juive d'origine tunisienne depuis toujours. J'ai essayé de remonter, vous savez, en Tunisie, avec les archives, on ne peut pas remonter plus loin que le XVIIIe siècle, que le début du XVIIIe siècle. Donc c'était compliqué. Mais du côté de mon père, ma famille vient de Sousse. Du côté les Ashkénazes de la Tunisie. Du côté de ma mère, ils sont tunisois, Tunis mais moi, et tu es de Tunis même. Et donc voilà, donc si vous voulez, c'est un vrai héritage des deux côtés. Et je m'en suis jamais séparée, même si je considère que mon identité elle est plurielle et qu'elle est elle est formée de plein de strates et que c'est pas l'unique. Mais en tout cas, c'est la matrice juive tunisienne, en fait française, parce que mes grands-parents tout de suite ont opté pour la nationalité française dès qu'ils l'ont pu. Les deux, mon grand-père paternel, mon grand-père maternel, dans les années 20. Ça n'a jamais été donné aux juifs tunisiens comme ça l'a été donné aux juifs algériens par le décret Crémieux. Et d'ailleurs, les juifs tunisiens n'ont pas bénéficié du décret Crémieux comme on le croit souvent à tort. Donc c'était une nationalité non pas subie mais voulue, volontaire. Et ma famille des deux côtés, c'est une famille qui s'est déjudaïsée, comme beaucoup de juifs tunisiens devenus français, mais qui a toujours conservé évidemment cette part très très forte de judéité, et qui avait aussi, comme beaucoup de juifs, mais pas seulement des juifs orientaux, mais des juifs de l'Est bien sûr, cet attachement indéfectible à la France, à la laïcité, à la France qui les a émancipés, à la Révolution française, à Napoléon bien sûr, Napoléon Ier. Et donc, moi, quand je suis arrivée en France, pour moi, j'étais française. Je ne considérais absolument pas le fait d'être juive. Et j'ai continué toute ma vie durant à me considérer comme une Française. Alors, en venant en Tunisie, ça me posait un problème, j'adorais pas. Mais j'ai fini par aimer ça parce que j'ai fini par comprendre qu'au fond, c'était constitutif de ce que j'étais, de ce qu'on m'avait aussi transmis, de ce que mes grands-mères m'avaient transmis, et pas seulement par le folklore, et pas seulement par la cuisine, bien que ce soit un aspect important, et que je ne renie pas du tout. Mais, vous aimez l'abkaïla ? Et j'aime l'abkaïla, j'aime tout. Et donc, je mange rien parce que c'est très lourd, mais j'aime tout. Et voilà, et donc tout ça, mais il y a cet humour, mais il y a cette joie de vivre, et en même temps cette tendance à la profonde dépression qui vont de pair, passer du rire aux larmes, courage, résilience. C'est vrai qu'une fois que j'ai considéré ce qu'avait été leur exil, quand même, je me suis dit, mais c'est quand même été pas facile. Même si mes parents, eux, étaient très contents d'arriver, mais quand même, il a fallu tout lâcher. Tout ça fait que j'ai eu envie d'en parler, mais il y a 30 ans déjà, j'avais eu envie d'en parler. J'ai écrit un roman qui n'est jamais paru, et là, je me suis dit, bon, il est temps de m'y remettre. Et voilà, et je m'y suis remise. Et donc, vous veniez d'une famille, on va dire, d'une certaine bourgeoisie oui. en Tunisie.
Et vous dites, effectivement, dans le livre, dans La famille de Pantin, vous dites que vous avez voulu, à un moment donné, être plus française que les Français. Oui, bien sûr. Que vous avez même épousé, c'était presque un acte politique d'épouser un Français, Oui. qui est connu, on va pas citer son nom, c'est pas forcément utile, qui était journaliste politique, enfin voilà. Et donc c'était presque une volonté d'être dans la masse, quoi. Non, en réalité, pas forcément. Avant lui, j'avais eu une histoire assez longue avec un garçon qui était juif tunisien, qui était étudiant en médecine, mais je me suis très vite rendu compte, enfin pas très vite, mais je me suis rendu compte que ça marcherait pas, que j'avais besoin de trouver de l'exogamie, parce qu'il y avait trop de travers que je retrouvais qui appartenaient à mon père, à un certain machisme, une certaine misogynie, des choses qui me plaisaient pas du tout. Bon, et puis c'est été un hasard, hein, parce que on s'est quittés, j'ai rencontré Nicolas bien après. Voilà, on s'est aimé. J'ai pas décidé comme ça de rencontrer C'était pas stratégique. Le premier goy venu et de l'épouser. Ça aurait été un juif, même un juif ashkénaze, qui est d'ailleurs mon deuxième compagnon, enfin mon second mari, compagnon, puisqu'on n'est pas mariés, mais donc, et d'ailleurs je trouve ça beaucoup plus compliqué les ashkénazes que les goy, hein. Franchement, il n'y a pas photo. Et pourtant vous aviez une partie soussienne, donc vous étiez ashkénaze. Oui, mais j'avais pas compris que j'étais. J'avais pas compris. J'avais pas fait ces subtils distinguos que j'ai fait beaucoup sur le tas. En réalité, non, voilà, en plus c'était tellement opposé à moi. Peut-être qu'on est attiré par les extrêmes. Mais alors, j'y viens, c'est sur ce plan-là que je vais vous interroger avant qu'on aborde un peu plus tard le questionnaire du bonheur c'est les autres. Je voudrais faire un parallèle avec une autre personne. Vous avez travaillé dans un magazine féminin, vous êtes féministe, ce qui n'est pas une insulte, même si aujourd'hui les féministes, voilà, il y a différentes formes de féminisme qu'on approuve ou qu'on n'approuve pas, plus ou moins radicales, plus ou moins politisées autrement que féministes. Je voudrais faire un parallèle avec une personne que vous avez sans doute connue, qui était Zaïda Tayeb, autrement dit Gisèle Halimi, qui pareil venait de Tunisie, elle venait de la Goulette, qui est le port de Tunis. Elle a toujours dit que son père était berbère, parce que je pense qu'elle avait un vrai problème avec son identité juive, vraiment. Et comme vous, elle voulait être française, plus française que les Françaises. Elle aurait rêvé, j'en ai parlé avec des gens qui l'ont connue, elle aurait rêvé être comédienne, enfin être à la Comédie Française, vous voyez. Mais elle s'est vraiment construite contre son identité juive. Elle ne niait pas qu'elle l'était, mais elle s'est construite contre cette identité, au point d'endosser des combats qui étaient souvent contre elle-même, ce qui n'est pas votre cas. Non. Et donc comment est-ce que vous avez une interprétation par rapport à ça? Vous l'avez connue? Vous l'avez bien connue? Alors je l'ai pas connue, j'ai eu affaire à elle quand j'étais journaliste à elle, et je me souviens très bien qu'elle n'était pas du tout commode. Non. Elle aurait eu l'âge de mon père, 98 ans, et il se souvient qu'il a été stagiaire avec elle dans le cabinet. Alors je sais pas si c'est Elie Nataf, mais dans un cabinet d'avocats à Tunis. C'est vrai. Alors elle a eu d'abord une enfance plus pauvre, plus précaire que la mienne, assez marquée par leur religiosité. De sa mère surtout. De sa mère surtout. Donc elle a écrit des livres sur sa mère qui sont à la fois très tendres et terribles. Elle a été assignée à son genre tout de suite. Et elle avait des frères et elle s'est révoltée très fort contre les injustices et les inégalités entre les sexes, et ça vraiment... Voilà, donc je pense que toutes sortes de raisons ont fait qu'elle s'est vraiment révoltée. Moi, ma révolte a été soft. J'adorais mes grands-parents, j'adorais ma grand-mère qui m'expliquait qu'il fallait servir son mari, et ma sœur et moi, on rigolait beaucoup, et on se moquait d'elle. J'adorais mes oncles et mes tantes chez qui j'allais passer les fêtes, parce que mes parents ne les faisaient pas eux-mêmes. Et on arrivait, je me souviens très bien qu'en 68, ma sœur et moi, on était deux péronnelles de 15 ans, on arrivait avec le kéfi autour du cou pour les faire chier. Donc voilà, ça c'est pas allé beaucoup plus loin, parce que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été élevée, mes parents étaient ont divorcé très tôt, mais j'ai été élevée des deux côtés, surtout dans ma famille maternelle, par une famille très aimante, qui nous a beaucoup entourés, ma sœur et moi, qui a été extrêmement... voilà, elle nous a donné une tendresse, un humour. Donc il était hors de question même si on voulait sortir du moule, il était hors de question de casser ce moule. On y était bien, on l'aimait pour plein de raisons, on le détestait pour d'autres, mais en réalité, on s'est aussi construite grâce à elle. Donc grâce à cette famille, j'entends. Donc non, je n'aurais pas... Et j'aurais pas du tout... endosser les combats de Gisèle Halimi, et encore moins aujourd'hui. Pour autant, j'ai quand même été
un tout petit peu distante, assez longtemps par rapport à tout ce que ça représentait, que moi je mettais dans une case folklore alors que ça ne l'était pas du tout. Il aurait fallu que j'y regarde de plus près, c'est ce que j'ai fait quand j'ai voulu écrire La famille de Pantin. Mais je me souviens très bien de mon premier mari, de mon ex-mari, qui demeure quelqu'un de formidable, et de très solidaire, et de très allié, et qui s'indignait parce que lui-même, venant d'une famille très catholique, ne comprenait pas pourquoi on expédiait les prières de Pessard, par exemple. Il disait « Mais pourquoi vous n'allez pas jusqu'au bout? Je ne comprends pas, c'est quand même intéressant, c'est votre histoire. » Bon, c'est lui qui avait raison. Mais voilà, donc non, moi jamais je serais allée dans cette transgression-là. Je ne le souhaitais pas et je ne l'ai même pas pensé. Juste pour finir sur sur La famille de Pantin, donc vous venez de dire qu'il sort en poche. Oui. Donc j'invite les lecteurs et les auditeurs à aller acheter ce livre. Et les lectrices, non? Et les lectrices, bien sûr. C'est vrai. Il n'y a pas de point. Oui, voilà. Je ne suis pas en langage inclusif encore. Oui, j'invite les lectrices et les lecteurs et les auditrices et les auditeurs à aller vers ce livre où je pointe notamment des pages magnifiques, bouleversantes et magnifiques sur votre mère. Émouvante simplement, je vais résumer ça en disant émouvante, avec une personne qui était en souffrance, qui était vraiment en souffrance et que vous avez accompagnée et que vous avez aimé tout simplement. Parce que c'était votre mère, mais pas seulement, avec votre sœur. Ouais, c'était un personnage assez incroyable, qui faisait souffler le chaud et le froid, qui était bipolaire, maniaco-dépressif comme on disait à l'époque, et dans les périodes normales, elle était exceptionnelle, et dans les périodes down, c'était terrifiant de la voir souffrir à ce point, et dans les périodes up, elle était totalement dingue, et elle nous faisait beaucoup, beaucoup rigoler. Donc, on pense souvent à nos mères, et moi je pense à la mienne là en ce moment, puisqu'en fait ça fait un peu plus d'1 an qu'elle est décédée, et moi aussi c'était une mère tunisienne, et moi aussi c'était une mère qui venait de Tunis, enfin de la Marsa et de Tunis. Donc Marsa c'est la banlieue chic de... Même si ma mère, c'était une toute petite famille d'employés, c'était pas des gens très... Voilà, vous très savez, bourgeois. Gérard, moi c'est ce que... vous savez, on est tous sortis du ghetto, de la Rara. Bien sûr. Et donc il y a ceux qui étaient... parce que moi j'ai retrouvé la rue où habitait mon grand-père dans le ghetto. Il était marchand de fil, sa famille était marchand de fil dans le ghetto. Il est devenu mercier ensuite en sortant du ghetto. Il a acheté à 30 ans une immense mercerie qu'il a fait prospérer. Il est devenu un commerçant très aisé. Mais au départ, c'était des gens du ghetto. Donc on sort tous de là. Après, ils ont eu plus ou moins de chance de prospérer, de faire du commerce, de sortir de là, mais on vient tous de la même matrice. On est d'accord. Et d'ailleurs, c'était de là que venait aussi ma mère, puisqu'elle habitait avenue Garros, qui est devenue l'avenue Eddie Shaker après l'indépendance. Et c'était vraiment au contact de la Rara, c'était vraiment à la limite de je crois que c'était la porte de Paris ou une porte qu'il y avait à Tunis, il y avait des portes à Tunis. Je referme la parenthèse et on va attaquer le questionnaire du bonheur, c'est les autres. Alors on attaque le bonheur c'est les autres avec ma première question, c'est tout simplement quelle est votre actualité? On a parlé de romans, on a parlé d'écriture tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce à quoi on peut s'attendre dans les prochaines semaines? Alors dans les prochaines semaines non, parce que c'est très lent. Moi en réalité moi j'ai la gestation très lente. Il faut d'abord que je comprenne que je dois écrire ce livre, et c'est toujours comme ça. Et ensuite que je m'y mette, et plus ça va, plus je vieillis, et plus c'est long, et plus c'est lent. En réalité, le sujet s'est imposé à moi l'année dernière. Moi, j'étais... Alors, pour faire un très bref résumé, je ne vais pas remonter à la genèse, mais quand j'ai tâté la vie le 7 octobre, donc j'ai pris les événements de plein fouet. Et quand je suis rentrée à Paris, en plus, alors totalement déprimée, et j'ai vraiment fait une petite dépression, comme beaucoup de juifs à ce moment-là, et en Israël et dans la diaspora. Tous mes projets sont tombés à l'eau. J'avais plein de trucs et tout est tombé à l'eau en plus. Donc je me suis dit, bon, il n'est pas question de rien faire. Donc j'ai initié plusieurs choses. Bon, j'avais un certain nombre de projets qui sont tombés à l'eau. Alors, j'ai commencé tout de suite à militer, pas au CRIF tout de suite, mais à me rapprocher du CRIF, à me rapporter de la viso, j'étais sollicitée, voilà. Donc tout ça fait partie d'un premier jet de reconstruction de ce que je devais faire et d'activités. Et puis je me suis dit, mais je vais avoir 70 ans. Et ça m'a, tout d'un coup, je me suis dit, mais alors attends, je suis vieille. Et je me suis dit, bah non, je suis pas si vieille que ça. Enfin, 70 ans, je veux bien, mais moi j'ai l'impression d'avoir 50 ans dans la tête, même si parfois le corps ne suit pas.
Et donc, et puis j'avais un copain qui lançait une plateforme média qui s'appelle Kessel Media. Et donc, il m'a demandé si je voulais faire quelque chose. Et j'ai dit, j'ai réfléchi, puis j'ai dit, ouais, j'aimerais bien faire un truc sur les gens de mon âge, ma génération, les boomers, les gens entre 65 et 80 ans. On est une génération un peu différente, on vieillit différemment, en tout cas de nos parents, on a plein de projets, on a un peu bouleversé toute la société, même si les jeunes nous détestent. Ok boomer qui veut dire en réalité chaos boomer, mais voilà. Et puis j'ai réfléchi, donc je l'ai appelé My Beautiful 70s, qui était à la fois une allusion à mes merveilleuses années 70, mais c'est pas du tout nostalgique. J'ai interrogé des gens, et de préférence connus parce que je trouvais que ça fonctionnait mieux, sur leurs 70 ans et plus. Je suis même allée interroger des gens comme Suzy Morgenstern et Perla Servan-Schreiber qui ont 80 ans passés. Et donc, c'était très dynamique, très marrant. Il y a eu Pierre Gagnère, il y a eu Louis Bertignac, il y a eu Pierre Aski, il y a eu Mercedes Serra, Charlotte de Turckheim. Des gens formidables. J'en ai interviewé une dizaine. Et qui m'ont raconté ce que c'était que de vieillir. Et en fait, comme souvent les artistes ou les gens qui font des métiers un peu dans la lumière, ils ne se voient pas vieillir. Un mec comme Pierre Aski, qui est un ami de très longue date, m'a dit « Ah non, moi j'ai 50 ans. Hein. » C'était assez marrant. Cette perception de la vieillesse, des jeunes, etc. Et je me suis dit, au fond, je vais en faire un livre. Et donc, c'est comme ça que c'est né. Mon éditeur, Manuel Carcassonne, qui a la soixantaine, qui va avoir 60 ans. Chez Grasset, donc? Non, chez Stock. Chez Stock, oui, pardon. M'a dit, ah ouais, ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai que c'est vieillir. Moi, ça m'arrive, c'est en train de m'arriver. Je voudrais savoir comment ça fonctionne. Voilà. Et donc, j'ai décidé de faire un livre sur ce sujet. En gros, le pitch, c'est cette génération... de baby boomers ou de boomers ou de... Maintenant on nous appelle, il y a maintenant parce qu'on invente des noms tous les jours pour ne pas en vrai dire vieux parce que ça va trop nous énerver, on dit des juniors maintenant. Des juniors. Ouais. C'est plus des seniors, c'est des juniors. Alors je me suis demandé si pour dire des vieux seniors, on disait des vieillards, mais bon, on est des juniors. Il y avait les adolescents, et voilà, et les juniors. Les juniors. Et donc en fait, c'est une génération qui a une quinzaine d'années, et voilà, ça correspond au baby boom, l'explosion démographique après la guerre. Et surtout, c'est une génération qui se targue d'avoir révolutionné beaucoup de choses, ce qui est vrai, et qui maintenant, grâce au progrès de la science, de la médecine, se rend compte qu'on peut vieillir en bonne santé, qu'on peut vieillir, on peut aller très loin, on peut être très vieux, mais en bonne santé. J'insiste, parce que je ne parle pas des gens qui sont en mauvaise santé. C'est autre chose, c'est une autre histoire. Et donc, ils sont en train d'inventer une nouvelle façon de vieillir. Mais j'occulte pas évidemment tous les problèmes aussi liés à l'avancée en âge, la précarité des femmes, parce que ça va être une bombe qui est en train de nous exploser au visage, la précarité des femmes, et puis bien sûr l'agisme, et puis bien sûr et puis aussi je suis en train de m'interroger aussi sur le travail et sur la retraite, parce qu'on peut pas vivre très vieux comme on nous le promet, vivre très vieux en bonne santé comme on nous le promet, et s'arrêter de travailler à 60 ans. Ce qui est une aberration, et voilà. Est-ce qu'il faut, à mon avis, il faut réfléchir à tout ça. Mais déjà dans l'entreprise, on est vieux à 45 ans, donc c'est compliqué. On n'a pas encore pris la mesure de toute cette révolution. Et en plus, il y a des trucs extrêmement drôles. Voilà, je voulais parler de la grand-parentalité. Mais ça sera un essai ou ça sera un roman? C'est un essai. Un essai. Voilà. Mais est-ce que vous ne trouvez pas justement que finalement c'est le dernier lieu où on peut réfléchir, le livre? Parce qu'on est dans une société où il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus d'échange, on s'envoie tout de suite des insultes à la figure. On est rentré vraiment dans une société binaire. En tout cas, l'écrit. Et quand je dis l'écrit, ouais. Par exemple, ce que fait Kessel Media aujourd'hui, qui est d'initier des newsletters où on écrit ses réflexions, c'est très 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 intéressant. Et puis pas seulement l'écrit, ou alors en tout cas l'écrit oral, par exemple un podcast, qui sur un temps long permet de réfléchir. Donc ça c'est très intéressant, et le livre effectivement ça permet de poser ses idées et de réfléchir et de devenir fou parce qu'on n'arrive pas exactement à dire ce qu'on a envie de dire précisément, mais pour moi l'exercice est très intéressant et c'est un vrai défi, toujours à chaque livre, c'est toujours, je suis toujours terrorisée et c'est toujours un défi intellectuel. J'explique à mon compagnon que bien sûr je n'y arriverai jamais, que c'est même pas la peine d'y penser, que de toute façon ça va, je suis trop vieille, je n'ai plus envie de travailler, etc. En réalité, tous les jours, je suis à ma table de travail et tous les jours, j'avance ou je recule, mais en tout cas, je malaxe la matière jusqu'à ce que ça devienne quelque chose
de cohérent. Si je vous demande comme ça, Michel, à brûle-pourpoint, comme ça, entre nous, c'est quoi la définition que vous donnez du bonheur ? C'est quoi pour vous le bonheur ? Le bonheur, c'est une espèce de plénitude en fait. Le bonheur, c'est pas avoir à me soucier de ce que font, de ce qu'on vont devenir mes enfants, mes petits-enfants. C'est un petit peu un calme plat avant la tempête, car il y a toujours inévitablement des tempêtes. Mais ces interstices et ces intervalles de calme plat où on goûte de la douceur des choses, c'est ça pour moi le bonheur. Alors ça dure pas, c'est jamais gagné, mais voilà. Le bonheur, c'est le répit en fait, entre deux tempêtes. Quel est le souvenir de votre enfance ? Donc vous avez dit que vous avez quitté la Tunisie à 5 ans. Quel est le souvenir de votre enfance qui remonte spontanément à la surface, soit qui a eu lieu en Tunisie, soit votre arrivée à Paris? Je crois que vous êtes arrivé dans le quartier du Trocadéro, si mes informations... Oui, tout à fait. Enfin, vous le dites dans la famille ici, de là où Quentin. j'habite d'ailleurs. Ouais. Je sais pas, moi je me vois je me vois dans l'appartement de mes grands-parents à qui nos parents nous avaient laissé pour aller un peu prospecter en France, appartement et avant notre départ. Et je me vois en train de lire. Voilà, les premiers souvenirs que j'ai enfant de moi, je dois avoir 4 ans et je lis. À 4 ans. Oui, j'ai appris à lire à 4 ans. Ce qui en fait, je ne le croyais pas, mais je me revois, puisqu'en Tunisie, je suis partie à 5 ans, donc je sais que je lisais à cette époque. Et maintenant, j'ai mon petit-fils qui a 3 ans et demi et qui commence à déchiffrer, donc je sais que c'est possible. Voilà. Et vous avez des souvenirs de ce que vous lisiez ou pas du tout? Oui, bien sûr, je lisais La Comtesse de Ségur. Je D'accord. lisais la Bible d'une grand-mère, ce qui fait que j'étais très vite très familiarisée avec tous les personnages bibliques, dont certains me terrifiaient. Eh bien, on y vient justement. J'allais vous demander c'est quoi le livre, ou éventuellement le film, ou éventuellement la pièce de théâtre, ou encore l'auteur qui vous a marqué de façon indélébile toute votre vie, et pourquoi? Alors je dirais que on revient toujours à l'enfance, hein. Et je vais dire que c'est des livres que j'ai lus enfant, un peu plus âgé, hein. J'étais déjà en France et moi j'étais une boulimique, hein. Je lisais, c'était quelque chose de fou. Il y a 2 livres qui m'ont vraiment familiarisée avec l'injustice. C'est La case de l'oncle Tom, en édition pour enfants, bien sûr. Et puis c'est Sans famille d'Hector Malot. Alors La case de l'oncle Tom parce que je comprenais pas pourquoi, comme me disait mon père qui était un homme de gauche, un socialiste, qui s'était rapproché en Tunisie du Parti communiste, pourquoi tous les hommes n'étaient pas égaux, et Sans famille parce que le destin de ces enfants, de cette petite famille, me bouleversait et je me souviens encore de voir Rémi, ses animaux, le vieil homme dont j'ai oublié le nom, mais enfin sur les routes de France c'était très triste pour moi d'imaginer qu'on puisse être sans famille et aussi très triste pour moi d'imaginer qu'on pouvait être un enfant noir qui fuit le racisme, qui fuit l'injustice, qui fuit l'iniquité, qui fuit... Voilà. Donc ça, ces 2 livres, je crois qu'ils ont forgé peut-être ma conscience politique, oui, en tout cas ma conscience de vivre dans un monde pas juste, où les gens ne sont pas égaux, où il faut se battre. Et je crois que ça m'a marqué assez longtemps. Et un peu plus tard, je vais en ajouter un 3e. J'adorais Fantomette et j'adorais Fifi Brin d'Acier, 4e. Voilà. Tout ça parce que c'était des héroïnes un peu féminines, et l'Amazone bleue de Françoise de Beaune. Il y en a beaucoup. Hein. Parce que c'était des héroïnes féminines qui avaient peur de rien, qui se bagarraient, qui étaient comme les garçons. Il n'y avait pas de différence de genre. Voilà, à mon époque, c'était pas tout à fait ça. Donc c'est vrai que ça marque. Et c'est vrai qu'on a envie de devenir féministe rien que parce qu'on a lu ces histoires pour fillettes, mais qui finalement allaient très loin. Alors des petits détails historiques par rapport à ce que vous venez de dire. Déjà, vous avez dit en édition pour enfants pour un des livres, parce qu'il faut se souvenir que l'invention du texte intégral pour les livres, et notamment les livres de poche, est assez récent. Oui. Parce que pendant des années, en fait, c'était des extraits qu'on avait, ou alors des résumés spécialement adaptés aux enfants ou pas.
Le deuxième truc qu'il faut dire, c'est effectivement Fantomètre. Moi aussi, j'étais un lecteur de Fantomètre. Je lisais aussi le Club des 5 et plein d'autres choses. Les 6 compagnons, etc. C'était la bibliothèque verte qui a formé effectivement plein de gens. Et pour finir, Fifi Brenacier, c'était aussi un feuilleton à la télé qu'on loupait pas. C'était un feuilleton suédois avec une actrice qui avait des longues tresses comme ça et qui tirait sur ses tresses. Et avant ça, c'était un livre. Et, oui, c'était de qui? Selma Lagerlöf? Non, pas du tout. C'était Astrid Lindgren, je crois. C'est ça. Et c'était un livre, et cette petite fille qui était plus forte que 10 hommes réunis, dont le papa était marin et qui voguait sur les mers, et qui était très riche, et qui avait tous les pouvoirs en illimité, et qui vraiment se comportait comme si les codes et les règles sociales n'existaient pas, était aussi fascinante pour moi qu'elle l'était pour ses petits voisins, Tommy et Anita, qui passaient leur vie chez elle et qui devenaient aussi rebelles qu'elle. Mais elle n'était pas rebelle parce qu'elle était rebelle parce qu'elle connaissait rien au code, et du coup elle les cassait avec une facilité déconcertante. Et je constate que c'est que des personnages individuels. Par exemple, est-ce que vous étiez sensible à des... Justement, je parlais du Club des 5, du Clan des 7, des 6 compagnons, oui. Ou à la télé, par exemple, l'autobus impérial ou des choses comme ça. Oui, j'aimais beaucoup. Mais alors, par exemple, collectif. Dans le Club des 5, j'aimais Claude. Pourquoi? Parce que Claude était un garçon manqué. Oui. Pareil, oui, j'aimais le Clan des 7 aussi, j'aimais tout ça. Oui, bien sûr, j'aimais ces groupes d'enfants. Ça, j'ai tout lu en littérature jeunesse, à vrai dire. Hein. Je crois qu'il n'y en a pas un seul que j'ai raté. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie dont vous ne voudriez jamais vous priver? Sous-entendu, si j'ai pas cette chose-là, je peux pas vivre, en tout cas, je peux pas être heureuse. Oh, disons que c'est l'amour de mes proches, hein. Et c'est l'amour de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes amis. J'emploie le terme amour à dessein, je pourrais dire affection, je pourrais dire amitié. Je pense que l'amour, ça englobe tout ça. Et sans cet amour-là, on est comme une plante qui n'est pas arrosée, on dépérit. Donc, quelque part, vous corroborez le titre de mon podcast, Le bonheur, c'est les autres. Mais oui, bien sûr. Tout seul, on n'est rien, évidemment. Je pose cette question depuis quelques mois seulement, et je ne la posais pas au début, c'est le rapport de mes invités avec la spiritualité au sens large. Vous l'avez abordé tout à l'heure, vous avez dit que vous n'étiez pas pratiquante, que vous étiez vous étiez sensible à votre judéité plus qu'à votre judaïsme, au sens pratique religieuse. Mais voilà, je ne vous aurais pas interrogé sinon là-dessus, c'était pas forcément le sujet. Mais est-ce que vous avez un rapport, par exemple, on parlait de votre mère tout à l'heure, est-ce que vous avez un rapport avec les disparus, même inconscient, même en rêve, ou pas du tout? Oui, bien sûr. Il m'arrive souvent de rêver de ma mère, il m'arrive quelquefois de rêver de gens que j'ai aimés et qui sont morts. Et donc, dans ces cas-là, quand je me réveille, je suis très troublée parce que je pense qu'ils m'ont approchée, qu'ils ont essayé de me dire des choses et que c'était leur seule façon de me le dire, leur canal, comme disent les voyants, les médiums, les spirites, etc. Je pense que quand on pense très fortement à quelqu'un qui a disparu, il est là, il est présent. Je le vois pour maman qui est décédée il y a plus de 10 ans, je crois que c'était 2012, il me semble, 2012-2013. Et qui est toujours très 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 présente. Mes grands-parents, mon grand-père maternel surtout, des amis qui sont décédés, qui étaient des amis proches. Je suis en pensée avec eux vraiment très fortement. Je ne suis pas croyante, en tout cas pas croyante déclarée, peut-être que je crois, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui va se passer après la mort, peut-être que tout ça c'est du pipeau. Et j'ai pas du tout envie de tenter le pari de Pascal. Mais je me dis que quand même, que ça soit vrai ou pas, un monde sans cette forme ou une forme de spiritualité aurait un petit côté assez sec, assez aveugle. Et je trouve ça un peu triste. Alors, que ça soit vrai ou pas, disons que oui, voilà, je m'y adonne. Je pense que si on pense très fortement aux gens, en tout cas, ils sont là. Vous êtes une littéraire au sens propre du terme. Vous avez été journaliste, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain ou écrivaine, je ne sais pas comment vous le dites. Donc les mots, ils ont une importance énorme pour vous.
les mots de la langue française, la maîtrise de la langue française, que vous avez donc abordé très tôt, puisque vous avez dit que vous avez lu très tôt. Si je vous demande c'est quoi le mot que vous préférez ou le mot auquel vous pensez là instantanément alors qu'on se parle? Oh, je vais vous faire rire. Hein. Oui. C'est dyspraxie. Ah. Dyspraxie. Vous vous y attendez pas? Non. En fait, j'ai découvert la semaine dernière, à la faveur d'un cours de gym que je prenais avec la coach de ma fille. J'ai une fille qui a 40 ans et qui donc vous l'avez évoqué en début de ce podcast, et qui a une coach de gym, et j'avais envie de reprendre des cours, donc j'ai pris... Et qui m'a dit, et c'est marrant, j'ai dit je suis pas du tout coordonnée dans mes mouvements, qui m'a dit c'est marrant, c'est comme ta fille. Et donc j'ai appelé ma fille le soir même pour rigoler, pour dire ah bon, voilà, regarde ce que m'a dit. Et elle m'a dit mais tu sais maman, moi j'ai compris que j'étais dyspraxique depuis l'âge de 18 ans. Donc c'est vraiment la dyspraxie, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de pas coordonner, d'avoir une espèce de handicap. Alors dans mon cas c'est le visuello-spatial ou visio-spatial, je sais pas. Et là, subitement, je suis allée faire des recherches sur Internet. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de m'éclairer. Et là, j'ai coché toutes les cases. Et tout ce que je ne mettais pas dans les cases, c'est-à-dire tout ce que je savais dont j'étais dépourvue, je ne coordonne pas mes mouvements, je suis très maladroite, je laisse tomber des objets, j'ai eu un mal fou à distinguer ma gauche de ma droite, je ne conduis pas, parce que j'ai l'impression que je ne vais jamais arriver à coordonner tout. Pareil pour les sports, du ski au tennis, voilà, et je peux vous citer énormément de choses qui font je ne sais pas de vélo, sauf dans les villes, sauf à l'île de Ré par exemple, parce que c'est très facile. Tout ce qui pour moi a toujours été de l'ordre du handicap, mais dans ma tête, mais que j'ai toujours compensé, même surcompensé par l'intelligence, par la logique, etc. Tout d'un coup, j'ai mis un mot sur tout ça, et je vous assure que j'ai été souvent moquée, hein. Et par cette maladresse insigne que j'avais, par cette façon dont les objets s'échappent de moi, etc. Et ça je peux pas vous dire, ce mot est devenu mon mot chouchou depuis 2 semaines, parce que je me dis, bah voilà, c'était ça la vie, c'est tout simple. Mais en réalité, il n'y a rien à faire en gros. Mais on peut vous rééduquer un peu, mais il faut s'y prendre assez tôt. Et il faut faire du sport en fait. Et voilà, mais ça donc, aussi j'en ai fait pas mal, mais pas assez. Mais ça m'a soulagée. De savoir, de poser un nom. De poser un nom. Mais du coup, c'est héréditaire, puisque vous l'avez passé à votre fille, mais à la limite, c'était mieux de lui passer la dyspraxie que d'avoir hérité, et on sait que c'est héréditaire aussi. Ça peut être héréditaire, la bipolarité de votre mère. Ouais. Alors, j'ai un petit côté up and down, moi aussi. Ah, quand même. Mais bon, ça va pas, c'est pas du tout. Ça prend pas les mêmes proportions. Non, pas du tout. Mais comme beaucoup de gens. Non, et la dyspraxie peut s'accompagner de dysorthographie aussi. Ma fille me rappelait que, mais c'est vrai que quand elle était brillante, et en hippocagne ou en cagne, je lui corrigeais ses copies de philo qui étaient brillantes. Elle faisait 40 fautes. Et je ne comprenais pas pourquoi. Moi, je ne suis pas du tout dysorthographique, donc je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, ça s'explique parce que les 10, DYS, sont souvent dysorthographiques, dyspraxiques. Il y a plein de mots qui s'ajoutent. Et tout d'un coup, je revois ma mère et je me rends compte à quel point elle l'était. Nous, on se moquait d'elle parce qu'elle ne savait pas se servir d'une télécommande. Elle était maladroite avec tous les objets. Et nous, ça nous... Moi, je mettais ça sur le compte de... Ah ouais, elle est juive tunisienne, elle a un côté comme ça, maladroit, gna gna gna, pas apte au progrès, tout, pas du tout. En fait, je crois que c'est vraiment une... Non, c'est un handicap. Hein. C'est un vrai handicap. Et moi, j'avais rencontré dans le cadre du podcast une personne charmante qui s'appelle Tiffany Mazar, qui elle-même atteint d'un handicap invisible. Et elle milite pour les gens qui ont des handicaps invisibles, et qui sont plusieurs millions en France. Et elle a tenu à inclure les 10 dans la définition des handicaps, parce que ça fait vraiment... Les handicaps sont plus ou moins forts suivant les personnes. Et voilà, mais c'est un handicap. Les 10 en général sont un handicap. En fait, on peut être dyspraxique, il y a plein de niveaux. Hein. Et moi, c'est vraiment l'évaluation des distances, la coordination, etc. Mais voilà, mais moi, en fait, ça m'a soulagée. Mais je vous dis pas, par exemple, je sais pas traverser une rue. J'ai des copines mes amies me prennent le bras. Ouais. Il y en a une que j'adore, Marie-Françoise Colombani, qui était éditorialiste à elle. Elle aussi, oui. Voilà, non, elle l'est pas du tout. Mais chaque fois, elle me dit, quand on traverse une rue ensemble, elle me dit, ne t'inquiète pas, je parle aux voitures. Je lui réponds, est-ce que tu parles aussi aux camions? Et aux esprits. Et aux esprits. Voilà. Donc, il y a un épisode célèbre dans notre famille
famille où je pars en vacances avec mes enfants, mon compagnon, ses enfants qui ont tous le même âge, ils ont une quinzaine d'années, et on est dans les Hamptons. Et vous savez, dans les Hamptons, il y a une route qui va d'un bout à l'autre de l'île, on va dire de Southampton ou de Long Island à Montauk. Et cette route, il y a un trafic ininterrompu. Donc pour la traverser, c'est un peu compliqué, mais c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Je suis restée sur l'autre bord pendant à peu près 10 minutes, au bord des larmes, tandis que mon compagnon et nos enfants hurlaient de rire, mais j'étais dans une détresse absolue. Et parce que je ne savais pas comment il fallait que je traverse, il fallait que je regarde à droite. C'est comme si vous étiez sur le ring à Las Vegas. Voilà. Quoi. Et finalement, il a eu pitié de moi quand même, heureusement, que ça lui arrive de temps en temps. Il a retraversé pour me faire traverser. Ah oui. Donc voilà. Donc en gros, pour vous dire à quel point je suis atteinte, voilà, ça ne m'empêche pas de vivre. On peut très bien vivre sans conduire, et surtout aujourd'hui. Et je ne suis pas obligée de faire du vélo comme tout le monde ou de la trottinette comme tout le monde. Alors, je vais faire peut-être un petit aparté. C'est pas une question qui est prévue strictement dans le questionnaire, mais je l'aborde de temps en temps. Vous avez abordé le fait que vous avez interrogé sur la dyspraxie, l'intelligence artificielle. Et j'aimerais vous questionner sur votre rapport à ça. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça comme un progrès, comme une menace, comme une opportunité? Je suis en pleine réflexion là-dessus. On est en train de monter un projet, je le dis, ça sera enregistré. Peut-être que ça n'aboutira pas, mais je suis en train de faire un projet avec un artiste autour de l'IA et de l'art, d'un certain art. Comment vous abordez ça? Est-ce que vous voyez ça comme une opportunité, un outil fabuleux qui peut vraiment aider les gens, qui peut faire ce que certains appellent l'homme augmenté, ou au contraire, pour vous, c'est terrifiant, ou ça peut être entre les deux. Hein, alors, j'ai plusieurs réponses. D'abord, je m'en sers depuis peu. Donc, comme moi je suis assez méthodique, je me suis abonnée à une intelligence artificielle un logiciel qui regroupe plusieurs logiciels, qui s'appelle Perplexity, qui regroupe ChatGPT, qui regroupe Claude, voilà. Ensuite, je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Donc, j'ai commencé à regarder sur Internet, etc. Puis j'ai acheté un cours en ligne d'un type super, Benoît Raphaël, qui explique comment ça marche. Il explique surtout comment ça marche, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas. Donc, qu'est-ce que c'est comment ça fonctionne, les tokens, la façon dont l'intelligence artificielle réfléchit, vous réingurgite l'information et les données à condition de faire des bons prompts, c'est-à-dire de bien l'interroger de façon précise et de recommencer sans cesse jusqu'à obtenir quelque chose de précis. Et tout ça, ça me fascine beaucoup parce que oui, en effet, c'est très utile. Par exemple, j'ai acheté un petit appareil enregistreur qui enregistre, tout en enregistrant, il transcrit immédiatement ce qu'on a enregistré sur le papier, ce qui fait que pour faire des interviews, c'est d'une utilité folle. Et ça transcrit pas comme une application sur un téléphone, ça transcrit vraiment de façon hyper précise. Et ça vous redonne en plus un résumé avec les points forts, les points faibles, ce qui fait que le jour où j'ai enregistré des histoires de sorcières et d'ogres loups pour mon petit-fils, non seulement j'avais la transcription, mais en plus c'était très drôle le résumé. Alors la problématique est: est-ce que l'ogre loup va manger la souris? Bon, ça c'est pour l'anecdote. Ensuite, je trouve ça vraiment fabuleux parce que, en tout cas pour nos métiers, c'est très très utile. Vous voulez faire un plan, vous avez une espèce de magma dans la tête, vous voulez faire un plan. Alors, ça va pas vous écrire un livre clairement, ça va pas vous écrire un papier. Moi c'est ça la question. Ça peut être ça, parce que vous êtes écrivaine. Et est-ce que vous pensez que ça peut être une menace pour les écrivains? Ou quand vous voyez par exemple que l'équivalent du prix Goncourt au Japon a été attribué à une écrivaine qui reconnaît elle-même qu'une bonne partie du livre a été écrit par l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui vous choque? Ou non, c'est quelque chose... parce que d'abord je pense que vu les progrès, c'est inévitable, mais ça a été écrit par l'intelligence. Par exemple, moi là c'est la première fois que je me suis servi de l'intelligence artificielle pour faire un plan. Mais avant qu'il y ait ce plan, je peux vous dire que j'ai fait beaucoup de recherches. Et que quand le plan m'a été crashé par l'intelligence artificielle, j'ai dit non, ça va pas, c'est pas assez comme ça, t'as oublié de mettre ça, t'as oublié de mettre ça. J'ai fait vraiment beaucoup d'essais.
Vous savez qu'il ne faut pas remercier l'intelligence artificielle parce que sinon ça vous consomme. gaspillez, voilà. Ouais. Donc j'ai fait beaucoup d'essais et finalement, forte de plusieurs plans inégaux, j'ai pris, c'était très bien parce que ça m'a mis les idées en place et parce que, eh bien, j'ai pu faire mon plan. Plus rapidement que ce que je n'aurais fait parce que j'avais beaucoup de données. Mais l'intelligence artificielle m'écrira pas parce que quand j'ai fait des essais, c'est pas moi. Peut-être qu'un jour ça sera moi, c'est possible, hein, mais ça va arriver évidemment. Mais pour l'instant, vous ça parliez va pas. de l'utilisation des ressources. Vos enfants et peut-être encore plus vos petits-enfants vous reprochent pas l'utilisation de ça parce qu'en fait c'est très gourmand en ressources énergétiques. Ma fille m'a dit, qui est très écolo, m'a dit maman, il faut éviter au maximum de s'en servir. Pourtant elle est cinéaste et elle s'en est servie pour plusieurs choses pour son film. Elle me dit évitons au maximum parce que ça consomme de l'eau et de l'électricité de façon absolument monstrueuse. Sauf que là je vois pas très bien comment on va pas pouvoir on va pas éviter de s'en servir. Après sur la nocivité, et c'est pas tant le fait que l'intelligence écrive pas. Après tout, s'il y a des gogos qui trouvent ça formidable de lire, tu sais, il y a des mauvais livres, hein, alors qu'ils soient écrits par l'intelligence artificielle ou pas. Il y a des prix décernés à des mauvais livres. Donc pour moi, c'est pas ça. Le problème de l'intelligence artificielle n'est pas du tout là. Ouais. Moi, j'en vois deux. Le premier, c'est les fake news. Or aujourd'hui, on ne sait pas et on va savoir de moins en moins distinguer une vraie information d'une fausse information. Si on va tout chercher sur Google ou sur les réseaux sociaux, mais si en plus on va chercher sur l'intelligence artificielle qui très souvent peut vous fournir des mauvaises informations parce qu'elle a été mal promptée. Ça c'est, voilà, par exemple, mon fils m'a dit l'autre jour, quand je lui parlais de ça, j'étais très excitée, il m'a dit, maman, j'ai demandé qui était le président des États-Unis, elle m'a répondu Biden. J'ai dit oui, mais dans ces cas-là, quand elle te répond ça, tu lui dis c'est faux, réfléchis, et comme un mauvais élève à qui on demande de réviser sa copie. Et là, pour l'instant, l'homme a encore la main. La deuxième chose qui me gêne beaucoup, c'est la tech right. Ce qu'on appelle la tech right, c'est-à-dire les Peter Thiel, les Elon Musk, tous les gens qui gravitent autour de Trump et qui sont des maîtres, toute la Silicon Valley qui est passée de gauche à droite et qui sont les maîtres de cette intelligence artificielle. Et si elle n'est pas utilisée à bon escient, c'est une catastrophe. Moi, je lis beaucoup Giuliano D'Ampoli qui en parle très bien dans ses livres, enfin ces derniers en tout cas, et en particulier dans une revue, un numéro que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, qui s'appelle un numéro de la revue Le Grand Continent, qui est formidable. C'est vrai qu'on peut évidemment s'interroger sur les dérives de l'intelligence artificielle et utiliser à mauvais escient, c'est une catastrophe. Mais vous savez ce que disait déjà Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et c'est valable pour tout. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle est là et le progrès ultime? Je ne sais pas. Et est-ce qu'il va entraîner la ruine de l'humanité? J'en sais rien. De toute façon, on en est au point aujourd'hui où il n'y a pas que l'intelligence artificielle, hein, il y a tellement de catastrophes, que ce soit les guerres, l'écologie, les prédateurs, comme les appelle Giuliano D'Ampoli, on ne sait pas très bien vers où se tourner et qui va nous dévorer les premiers. Voilà. Mais là, vous pointiez les deux problèmes selon vous qui sont donc les fake news allant jusqu'au deepfake, ce qu'on appelle les deepfakes, qui suppose aussi un problème de culture et un problème d'éducation. Je vois des personnes âgées autour de moi qui prennent pour argent comptant ce qu'elles voient sur Facebook, sur Instagram et compagnie, alors que nous, tout de suite, on a l'œil parce qu'on est né avec ça. Mais peut-être qu'un jour, voilà. On n'aura plus l'œil. Voilà, on n'aura peut-être plus l'œil. Et le deuxième truc dont vous parlez du tech right, mais il y a un troisième problème qui est un problème d'artiste, parce qu'il se trouve que c'est sur ce sujet que je travaille, c'est les droits d'auteur. Qu'est-ce qu'on fait avec quand vous avez... Bon, moi, je suis très mal placé là pour l'instant. Et justement, c'est parce que je suis mal placé que je vais faire ce projet. C'est que j'utilise l'intelligence artificielle avec une plateforme dédiée pour faire des chansons. Parce que je suis parolier, et donc je n'ai aucune compétence en musique, je n'ai aucune compétence encore plus en interprétation. Quand je me mets à chanter, tout le monde fuit autour de moi. Et donc j'utilise une plateforme dédiée pour faire ça. Mais je sais très bien que cette plateforme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouffe, elle avale des tonnes et des tonnes de chansons sans payer un droit, un fifrelin
aux artistes qui ont déjà eu le premier choc il y a 10 ans avec les plateformes type Deezer, Spotify et compagnie, et qui aujourd'hui réclament tout simplement qu'on respecte leur création. Donc il y a ce problème-là aussi, c'est-à-dire... Alors c'est pareil pour les écrivains, Oui. pour les journalistes, pour tout ce qui est source d'information. Oui, d'accord. Mais sauf que c'est tellement mixé à la moulinette que vous voyez pas d'où ça sort. Et les intelligences artificielles, normalement, moi j'apprécie beaucoup quand je demande des choses à Perplexity, qu'elles me sortent les sources. Et c'est tout le temps sourcé. C'est-à-dire, c'est tel article, c'est tel machin, etc. Et donc ça, c'est très appréciable. Moi, je trouve que c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que c'est toujours sourcé. Si c'est pas sourcé, si vous avez des paroles et que on vous dit, mais l'intelligence artificielle ne vous dit pas, mais je me suis inspirée de ça ou je me suis inspirée de ça. C'est plus sur la partie musique. C'est-à-dire que moi, par exemple, que j'utilise une plateforme d'IA pour faire des chansons, mais 100% des paroles que je mets dans cette plateforme sont les miennes. Je pourrais utiliser l'IA pour faire des paroles, mais on a encore une longueur d'avance. Je pense que c'est très, 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 très médiocre. Bien sûr. Voilà. C'est comme pour l'écriture. Voilà. Et un plan, ça va. Ouais. Mais l'écriture, c'est pas possible. Ouais. Donc, ou alors pour certaines formes très codifiées. Par exemple, je me suis essayé à faire un polar en utilisant l'IA pour voir ce qu'il allait me proposer à chaque chapitre, pour voir à la fois la structure et l'évolution de l'énigme, puisque c'était une énigme. Et bon, en tout cas, moi je note que vous utilisez l'IA, vous avez voulu, quand même, c'est pas le cas de tout le monde, vous avez voulu aller voir dans le moteur comment ça fonctionne, puisque vous avez enquêté, c'est bien, parce que je pense qu'aujourd'hui, on voit arriver ça, un peu comme quand on avait la télé, la radio, etc., c'est-à-dire que les infos nous arrivent, et on n'est pas forcément critique, on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Et je vois, par exemple, on parlait tout à l'heure de la guerre en cours au Proche-Orient. Je suis sans arrêt en train de dire à ma femme, tu vois, lui, il est de cette position, lui, parce que je connais les gens. J'ai une espèce voilà, je retiens leur position, parce que les gens n'évoluent pas en réalité. Tout le monde est dans son couloir et les gens n'évoluent pas. Et donc, quand on sait d'où la personne vient, on comprend certains argumentaires. Bien sûr. Et quand on ne sait pas, on prend le truc, ah oui, il a peut-être raison, mais non, parce qu'en fait, oui, il pourrait avoir raison, mais en fait, il part de ce postulat de base. Il est militant avant d'être journaliste, il est militant avant d'être, je sais pas quoi, analyste, etc. C'est une question d'éducation, hein. Exactement. C'est pas une question d'éducation. Et alors, la question qui se pose, la dernière question qu'on n'aborde pas, c'est qu'est-ce que c'est que l'éducation à l'IA. Et il va falloir la faire très très vite à nos enfants. Vous savez ce que disent les Tunisiens quand ils voient arriver l'IA, ils disent « Ouah, l'IA !» Très drôle. Je vais la ressortir. Est-ce que vous doutez souvent dans l'existence, en tout cas, est-ce que vous avez souvent tendance à douter dans l'existence? Et si oui, est-ce que vous avez plutôt tendance à douter de vous ou plutôt des autres? Alors, très bonne question. Je doute d'abord de moi, de mes capacités, et même encore à mon âge, de ce que je peux faire, de ce que je suis capable de faire, surtout quand je commence un livre. Alors là, c'est la première phrase, c'est je vais pas y arriver. Premier réflexe, ça va être génial. Deuxième réflexe, je vais pas y arriver. Et finalement, ça se fait. C'est ni génial, ni malgré votre expérience. Mais voilà. Malgré votre expérience. Oui, c'est de pire en pire. Après, douter des autres, je commence. Je faisais confiance aux gens avant. Je suis beaucoup plus méfiante. Non, pas méfiante, mais comme vous disiez tout à l'heure, j'ai un radar pour détecter qui dit quoi et comment. C'est pareil, maintenant j'ai le radar. Et d'où il parle, comme on disait en mai 68. C'est ça. Et d'où il parle, maintenant j'ai le radar. Et comment il me parle. Et d'ailleurs, malheureusement, ça m'a valu de me fâcher avec pas mal d'amis. Très cher, mais à un moment donné, non, ça je peux plus. Et puis aussi, est-ce que c'est une fake news? Est-ce que c'est une deepfake? Qu'est-ce que c'est? Voilà, ça c'est nouveau dans ma perception de la réalité. C'était pas à la base dans votre ADN, non. mais c'est venu sur le tard. Et effectivement, je suis comme vous. Moi aussi, je me suis fâché avec des gens. On s'est fâché avec beaucoup de gens dans les derniers mois là. Vos contemporains, on vient d'en parler. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence? Est-ce qu'il y a un défaut où vous vous dites oui, il en souffre, ou il en est victime, ou il en est souvent acteur de ce défaut, mais c'est pas grave, je lui pardonne. Je vais vous dire ça à rebours, je pardonne pas le manque de générosité.
Voilà. Ça c'est pour moi, c'est... Au sens large. Ouais. C'est-à-dire pas que la radinerie, la pingrerie, le fait de pas être, de pas aider les gens, de pas aider les gens, tout ça. Ouais. Ok. Alors on a parlé du futur un petit peu. On a démarré l'interview par le passé, mais on est allé vers le futur. Pour vos enfants, qui donc on a bien compris, on a à peu près la quarantaine, et pour vos petits enfants, qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir? Est-ce qu'il y a quelque chose malgré tout, malgré cette atmosphère anxiogène et la période dans laquelle on est, qui est particulièrement difficile, est-ce que vous avez des éléments qui vous rendent optimiste pour l'avenir? Alors moi j'ai 5 petits-enfants, entre 11 et 14 mois. Ouais. 3 à Tel Aviv qui sont les petits-enfants de mon compagnon, que j'ai vu naître qui sont mes petits-enfants. 1 et 2 à Paris. À Tel Aviv, j'en sais rien, on vit au jour le jour pour l'instant. Et les savoirs dans les Miklat, une partie de la nuit me rend pas très optimiste, mais bon, quand même. On espère que ça sera terminé au moment où je diffuserai. Voilà, exactement. C'est très souvent, parce que moi je suis quelqu'un de très anxieux, c'est vraiment dans mon ADN. Je me fais des films sur tous les dangers. Par exemple, je sais pas, un gamin qui se fait poignarder ou qui poignarde une surveillante à l'école. Je fais une espèce de. Je me dis, mais mon Dieu, pourvu que ça n'arrive pas à une petite enfant. J'ai toujours été comme ça. Avec mes enfants, c'était pareil. Avec mes proches, c'était pareil. Pour les générations qui arrivent, en tout cas les petits, je pense toujours très fortement à une phrase. Je crois que c'est Bernard Kouchner. Au moment où la guerre a été déclarée en Ukraine. Et on parlait de l'avenir pour les enfants, etc., que ça allait être sombre, et que c'était compliqué, avec tous ces despotes, ces prédateurs et ces fauteurs de troupes. Et il a dit quelque chose que je trouve très juste et à laquelle je me raccroche, c'est à chaque génération ses problèmes et ses solutions. Et nous, disait-il, on a eu la guerre, et on s'en est sortis. Il y a eu la guerre d'Algérie, on s'en est sortis. Chaque génération a eu affaire à des tonnes de problèmes. Elle les a plus ou moins résolus. Donc, soyons confiants à l'avenir. Et en fait, j'avais lu un édito de Raphaël Antoven que j'avais trouvé très bien dans Franc-Tireur qui disait « C'est pas tellement l'espoir qui doit nous faire vivre, c'est pas l'actigva, mais c'est la confiance. » Et il a parfaitement raison. Il faut avoir confiance. Non seulement confiance en l'avenir, mais confiance dans les générations qui nous suivent parce qu'ils sauront résoudre les problèmes. Même si nous, on n'est pas d'accord avec la façon dont ils les résolvent, ils sauront le faire à leur échelle. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter tout simplement pour les prochains jours, les prochaines semaines? Une bonne santé, un livre qui avance à bonne vitesse, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Ou des choses plus personnelles, je ne sais pas. Souhaitez-moi ouais, la à paix. Vous. La paix. La paix. Voilà. Ouais. Parce que de la paix découleront beaucoup de choses. Bah, si je vous la souhaite, je vous la souhaite aussi. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Michel. Merci, Gérard. À très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir.